Bonjour et bienvenue dans Lecture Club. Non, tu n'es pas en train d'écouter une introduction à un club secret où on se battrait à coups de bouquins et de citations. Ce podcast, c'est un échange entre des passionnés de lecture aux profils différents qui se font découvrir leur coup de cœur. Des romans d'aventure aux essais, en passant par les mangas ou les romans policiers, ce club ne refusera aucun livre à l'entrée. Alors prépare une place dans ta bibliothèque pour accueillir tes prochaines lectures et attrape ta tasse de thé, de café ou de chocolat chaud. Dans ce podcast, tu pourras entendre les voix d'Anne, l'avocate, mais surtout la mamie de la bande. Pendant le dernier quart de ta vie, obligé de te saouler pour pouvoir savourer les caresses à jeun, penser gros tas de gras. Pendant les caresses, penser vergeture, penser cellulite. Pendant les caresses, rentrer le vent, bomber la poitrine, se contorsionner. Audrey, la journaliste féministe. Peu importe en fait l'émotion qu'on ressent à la lecture de Venus Poetica, je crois qu'on n'en sort en tout cas jamais indifférent. Notre invitée du jour, Emma, la danseuse mangeuse de livres. Voilà, j'ai eu larmes aux yeux à cet extrait et c'était vraiment quelque chose qui m'a touchée et j'ai trouvé vraiment nécessaire ce livre, même uniquement de lire ces 2 pages-là. Pour moi, ça rend le livre nécessaire en fait. Et tu es en train d'écouter la mienne. Je suis Christine, une pouf-souf passionnée d'imaginaire et de culture japonaise. Elle a quand même des relations assez proches avec sa sœur. Elle demande toujours conseil à sa petite sœur. Et je trouve ça assez beau parce que moi aussi j'ai une petite sœur comme ça qui a souvent l'impression d'être la grande sœur et j'essaie de lui rappeler souvent que je suis la grande sœur. Mais ça ne marche pas. Voilà, moi ça je marche suis pas une petite sœur. Avant de commencer, nous remercions encore une fois Café Joli de nous accueillir dans le confort de leur café-librairie. Dans cet épisode, on va parler du livre Venus Poetica de l'autrice belge Gisette Lombé. Et je te préviens déjà, on va beaucoup spoiler. Alors si tu ne l'as pas encore lu, c'est le moment d'appuyer sur pause et d'aller le dévorer avant de nous rejoindre. Mais si tu n'as pas peur des spoilers et que tu veux découvrir le livre à travers le podcast, Anne te résume de quoi ça parle. C'est à moi d'aborder ce problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est quand même... Ça commence bien. Oui, je commence bien, mais ça a quand même été difficile de faire le résumé de ce livre. On le présente comme un roman, mais moi je trouve que c'est pas vraiment un roman. Je trouve que c'est plutôt un recueil de textes autobiographiques. Et ce sont de courts textes dans lesquels Lisette va décrire, raconter sa vie de son enfance à la quarantaine. Et ce sont comme des instantanés, ce sont comme des polaroïdes, je vais dire, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent dans ces périodes cruciales. Et j'ai eu du mal à trouver, je vais dire, le fil conducteur de ce livre. Je l'ai trouvé, me semble-t-il, en tout cas pour moi, et c'est en réalité, c'est son corps. Et c'est à travers son corps qu'elle va raconter ses expériences, son évolution, ses réflexions par rapport à ce qu'elle ressent. Alors, il y a plusieurs périodes. La première période, c'est son corps d'enfant, et avec ses premiers émois. Et puis, son corps évolue, elle devient adolescente, et là, c'est évidemment la fougue de la jeunesse et ses désirs très brûlants. Et puis, elle a un corps jeune, et là, évidemment, là aussi, c'est, je vais dire, une fougue encore décuplée et des désirs encore plus vifs chez elle. Et puis, enfin, à la quarantaine, c'est un corps qui vieillit, qui aime moins, et qu'on aime moins. Et ça, évidemment, Lisette le ressent et le décrit. Et puis, je dirais que à travers ce corps, c'est aussi, bien entendu, puisque c'est un corps de femme, c'est sa féminité et sa sexualité. Donc, elle va raconter ses expériences, ses découvertes, ses déconvenues, ses confrontations avec ses compagnons. Et en contre-champ, il y a la sexualité des hommes. Donc, il y a la manière dont ils se comportent avec elle, il y a les profs de gym en mini-short, il y a les ardents, les mariés, les collègues, les petites bites, les coups d'un soir, les gros ventrus, etc. Et donc, c'est vraiment la double vision, elle qui vit ces expériences-là et qui décrit, au fond, ce qu'elle voit des hommes. Je dirais qu'à travers son corps de femme, il y a aussi évidemment la maternité, parce que voilà, elle y est confrontée et elle va raconter certains épisodes et notamment les dictates que l'on donne aux jeunes mères, qui sont quand même terribles. Voilà, nous en parlerons sûrement plus tard. Et enfin, il y a évidemment un aspect dans son corps, c'est sa couleur de peau. Elle a un père congolais, elle a une mère belge, et donc elle est confrontée
très tôt au racisme. Elle apprend le racisme comme une claque dans la cour de récré. Et il y a tout au long du livre des épisodes de racisme quotidien qu'elle vit et qu'elle raconte. Alors je dirais qu'il y a aussi un aspect excès, son corps qui subit, à qui elle impose des excès, l'alcool, la drogue, les sorties, etc., pour parvenir à vivre sa vie de jeune femme. Et enfin, je dirais que ce livre se termine sur la rencontre, je l'ai écrit en majuscule, la rencontre qui est pour elle un renouveau, une révélation, et qui termine ce livre. Alors, quand je l'ai fermé, je me suis dit que tout ce qu'elle avait écrit était vrai. Et enfin, je fais une petite remarque, je dirais que si vous lisez ce livre, il faudrait le lire en le slamant avec Lisette. C'est en le scandant, en le hurlant, en le criant, en le chuchotant, en le pleurant. Je pense que ce texte trouve sa vraie beauté et sa profondeur. Voilà. T'as bien réussi à résumer pour quelqu'un qui ne savait pas par où commencer. Ça veut rien dire. Bam. Je m'attendais pas à entendre dire Anne petite bite. Oui, pareil. Voilà. Enfin. Et moi, je vais déjà revenir sur un truc que tu disais que tout est vrai. Et en fait, j'ai eu la chance pour cet épisode-ci d'interviewer directement l'autrice, donc Lisette Lombé, avec qui j'ai échangé pendant une 30aine de minutes au sujet de ce livre-ci. Et quand je lui ai demandé si ce livre était basé sur sa vie ou c'était plus de la fiction qu'autre chose, voici ce qu'elle m'a répondu. Oui, alors c'est un grand mix qu'on classe sous le vocable d'autofiction. Il y a des petits éléments biographiques, mais qui sont passés à la moulinette fictionnelle. Effectivement, je pars de quelque chose qui a existé. Ça se mélange avec de la fantasmatique ou c'est des choses qui ont existé à différents moments et je les colle, je fais comme un collage de choses, voilà, donc ça redonne un fragment. Il y a comme ça des substrats ou des points de colle, des déformations, des prismes du souvenir, des prismes mémoriels. C'est pas autobiographique dans le sens que ce serait décrit avec de la minutie, de la véracité, du détail, mais il y a un substrat autobiographique. Et puis, c'est aussi ce qu'on accepte c'est comme une lorgnette, comme une petite serrure, parce que quelqu'un qui lit ça ne peut pas accéder à mon intime, ne peut pas accéder à mes grandes histoires d'amour. Moi, dans ma vie, j'ai plutôt une vie calme avec des grandes histoires d'amour et voilà, une maternité calme, une vie calme, on va dire ça comme ça. Donc voilà ce qu'elle a répondu. C'est vrai que c'est plutôt étonnant après oui, qu'on ait lu le livre. C'est plutôt étonnant, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est un livre brûlant. Ben moi, je vais rebondir parce que c'est entre autres pour ça que j'ai choisi de parler de ce livre aujourd'hui. C'est que je trouve que Lisette Lombé manie très bien cette façon que peuvent avoir certaines autrices et certains auteurs de perdre les lecteurs et lectrices dont on ne sait plus si c'est eux qui parlent ou pas, si c'est leur vie, si c'est autobiographique ou pas. Et je crois qu'on dit tout le temps qu'il y a toujours une part des auteurs et des autrices dans leurs livres, et c'est certainement vrai dans une certaine mesure, mais je crois aussi qu'il y en a qui le manient mieux que d'autres. Et au même titre que... parce que je ne citerai que des autrices belges aujourd'hui. Au même titre que Myriam Leroy le fait dans Les Yeux rouges ou que Victoire de Changy le fait dans L'île longue, je trouve que Lisette fait ça très bien de se dire ok, on a l'impression dès qu'on ouvre le livre, et Anne en est la preuve, que c'est elle, qu'elle raconte des fragments de sa vie et que du coup on est directement dans son intimité alors qu'on l'entend bien. C'est pas le cas. Donc ça, je trouve que c'est remarquable parce que je pense que si elle ne le dit pas, si on ne l'entend pas en interview, ben on est persuadé du contraire en fait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre. Qui est Lisette Lombé ? Comme Anne a un petit peu dit, c'est une artiste belgo-congolaise qui est née en 78. Elle se décrit comme une artiste plurielle et passe-frontière. Donc, elle aime la scène. Elle est un des grands noms du slam en Belgique. Et c'est même la cofondatrice du collectif Elle Slam. Je ne sais pas si vous connaissez avant le nom Elle Slam.
T'avais déjà été écouter des J'ai déjà... performances? Ouais, tout à fait. Et j'ai interviewé plusieurs slameuses belges, dont Gioia Kayaga. Et donc, effectivement, je pense pas que le milieu du slam pratiqué par des femmes en Belgique est énorme non plus. Donc, comme tu le dis, Lisette, c'est un des grands noms. Et le collectif est aussi un peu une pointure. Ouais. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc le collectif El Slam, donc c'est un groupe qui est multiculturel et intergénérationnel. C'est des femmes poétesses et ça fonctionne sur le principe du marrainage, c'est-à-dire que c'est un mélange entre des poétesses confirmées et celles qui veulent commencer, qui veulent faire de la scène pour la première fois, du slam pour la première fois. Et du coup, il y a tout ce principe d'entraide dans le groupe. Alors Lisette Lombé, elle anime aussi des ateliers d'écriture. Là, on parle un petit peu dans Vénus Poetica d'ailleurs, et elle ne se limite pas du tout aux frontières belges, parce que j'ai vu sur son site qu'elle en avait fait en Irak, au Congo, au Sénégal, Canada et encore dans d'autres pays. Donc très prolifique, beaucoup d'expérience, elle a dû voir beaucoup d'écritures différentes aussi, ça doit être super intéressant de voir les différentes cultures comme ça. Et j'aime beaucoup, comme elle dit aussi, qu'un des objectifs de ces ateliers d'écriture, c'est d'oser s'affirmer et d'exprimer ses opinions librement. Et c'est vraiment un message aussi qu'on peut ressortir de Vénus Poetica. Vénus Poetica, ce n'est pas du tout son premier livre. Elle en a écrit plusieurs, dont Black Words et La magie du burn-out. Et elle a fait un nouveau livre depuis qui s'appelle Brûler, 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 qui est sorti en 2020. Je terminerai cette petite présentation par dire que c'est une artiste passionnée et passionnante, qui défend les minorités avec une force vraiment incroyable qu'on peut lire, et dans son écriture et dans ses mots, donc qu'elle les mette par écrit ou qu'elle les dise quand elle fait la scène. C'était une très très belle présentation de Lisette Lombé. J'espère Merci que beaucoup. Lisette Lombé sera contente si elle nous écoute. J'espère aussi. Bonjour Lisette, si tu nous écoutes. Salut Lisette. J'ai choisi ce livre parce que moi, mon travail, c'est de visibiliser les artistes femmes. Et plus précisément, les artistes belges. Enfin, je suis journaliste, mais c'est ce que je fais dans ma pratique journalistique. Donc, au moment de choisir un livre, c'était évident que j'allais proposer une autrice belge, parce que je m'en serais voulu de pas le faire. Et Lisette Lombé, comme tu l'as dit, et pour toutes les raisons que tu as déjà exprimées, c'est une pointure dans le monde de la littérature belge, c'est une pointure dans le monde du slam. Et surtout, moi, c'est et Vénus Poetica et Brûler, 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 brûler plein de fois, que j'ai lu en premier avant de lire celui-ci. C'est des textes qui sont très forts, qui sont très intimes, et c'est surtout des textes qui parlent beaucoup de sexualité et qui parlent de la sexualité. J'aimais beaucoup ce que Anne disait avec en contre-champ, oui, celle des hommes, mais surtout ça parle de la sexualité des femmes, d'une femme ici en l'occurrence, mais sans que ce soit une sexualité édulcorée, jolie. Enfin, si, elle est très belle dans sa manière d'exister aussi, mais c'est pas la sexualité dont on nous a habitués en fiction quand c'est une femme qui parle. Donc c'est déjà une femme qui parle de la sexualité des hommes et pas l'inverse qui arrive souvent. Et c'est aussi une femme qui parle de sa sexualité telle qu'elle existe vraiment. Et ça, je trouve que ça manque terriblement, et je trouve ça remarquable parce que c'est clairement invisibilisé, parce que la société a rendu ces sujets tabous et que Lisette en parle sans tabou. Et je pense que c'est ça qui fait la force de son texte, qui peut parfois être provocateur, qui peut parfois décontenancer celui ou celle qui le lit. Peu importe en fait l'émotion qu'on ressent à la lecture de Vénus Poetica, je crois qu'on n'en sort en tout cas jamais indifférent. Et je pense que c'est une expérience de lecture aussi. Donc ça, c'est la raison principale, enfin les deux raisons principales pour lesquelles j'ai choisi ce livre-là. Ce que j'aime aussi énormément, c'est le rythme que Lisette Lombé a dans son écriture, qui est tout à fait incroyable. Je trouve elle a une manière d'écrire qui est presque haletante. Et encore une fois, comme Anne disait, les lire à haute voix, encore plus brûler, 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 ça donne toute l'amplitude à son texte. Et surtout, elle a des fins qui sont super soignées et qui sont toutes fortes. Et c'est un peu pour moi la cerise sur le gâteau, les fins d'un livre. Si la fin est nulle, c'est le gâteau qui gonfle dans le four, tu le sors trop tôt, le gâteau se casse la gueule, c'est pas beau. Eh ben, la fin, c'est la même chose pour
pour un bouquin, mais alors elle met des fins à chacun de ses textes, donc c'est encore un exercice plus compliqué. Et même plus que ça en fait, parce que j'ai l'impression qu'elle met des fins comme si c'était des fins de roman, mais à chaque passage. Tout à fait. Donc ici c'est vraiment un ensemble de mini-chapitres. Oui, c'est ça. Et à chaque fois la dernière phrase c'est un coup de poing. Ça clôture, chaque texte est clôturé. Quoi. Il y a un début et il y a c'est assez impressionnant. Finale. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que les premières pages, enfin les 3 premiers paragraphes. Moi, ça c'est une entrée en matière. Oui. J'ai rarement vu une entrée en matière aussi forte qui annonce aussi bien la couleur, quoi. Tout à fait. Moi, j'avais un extrait, c'est quand elle est à Ostende. Moi, c'est un extrait, j'ai adoré le livre en général. Donc, il y a plein d'extraits qui sont très sympas. Moi, c'est un extrait qui m'a beaucoup parlé et qui m'a beaucoup émue. Moi, quand j'ai lu cet extrait, je ne m'attendais pas du tout. Du coup, je ne connaissais pas Lisette Lombé de base. Donc, c'est une très, très belle découverte pour moi. Et quand j'ai lu cet extrait, ces pages-là, j'ai eu les larmes aux yeux tout de suite, à la fin, parce que ça me parlait énormément de situations que moi, j'ai vécues, que ma mère a vécues, parce que ma mère est métisse comme Lisette Lombé. Donc un père noir et une mère blanche. Et je n'avais jamais lu ça de ma vie. Donc cet extrait, ces deux parties de pages, pour moi, résumait beaucoup de choses. Il y a énormément de thèmes déjà à l'intérieur de ces 2 pages-là. Et c'était une expérience de se sentir autre, alors qu'on a toujours vécu là et qu'on devrait se sentir comme les autres. Que j'ai régulièrement, que ma mère a, que ma sœur a, et que je n'avais jamais lu. Particulièrement une femme métissée, dans la Belgique actuelle. Voilà, j'ai eu les larmes aux yeux à cet extrait, et c'était vraiment quelque chose qui m'a touchée, et j'ai trouvé vraiment nécessaire ce livre, même uniquement de lire ces 2 pages-là. Pour moi, ça rend le livre nécessaire, en fait. Ostende. C'est l'oubli des enfants, 2 fois l'an, à l'automne et au printemps. Ostende, c'est l'escapade baise, la remise des hôtes d'or pour couple pépère, c'est de la mémoire érotique pur jus pour tes vieux jours. Ostende, c'est tout ce que tu veux en retenir, mais c'est aussi ce matin seul, au buffet de l'hôtel. Seul, fraîchement célibataire, buffet de l'hôtel. Coup de chaud, tu dénotes, coup de chaud. Cuir qui craque, bottes qui claquent, smoky eye qui jure, coup de chaud. Tu manques de sommeil, tu manques de classe. Tu es la nuit qui débarque à la table de leur petit déjeuner, qui crache dans leurs œufs brouillés. Tu le connais, ce coup de chaud. Entrer dans une salle et t'apercevoir que tu es la seule personne noire. Femme noire, ruche blanche. Radar, radiographie instantanée. Réflexe des filles de l'ancêtre gibier. Calcul d'apothicaire, combien de ta couleur, qui dresse les tables, qui sert, qui garde les entrées et les sorties de la fête, qui nettoie les merdes et les miettes, qui repasse après les invités. Qui sont ces petits shérifs qui pullulent et polluent ta solitude nègre? Ils te disent, tous ces petits shérifs, ils te disent sans te dire, que les corps blancs et les corps noirs ne devraient pas se mélanger, que les vieux corps et les jeunes corps ne devraient pas se mélanger, que les corps riches et les corps pauvres ne devraient pas se mélanger, que les corps qui marchent et les corps qui rampent ne devraient pas se mélanger. Ostende, buffet de l'hôtel, coup de chaud. Tu es transgression, redistribution des cartes. Pour eux, tu ne peux être que prostituée, idiote, vénale, insecte qui salope la salade de fruits. Tu ne peux pas être cette femme qui sort un calepin et un stylo. Tu ne peux pas être cette femme qui noircit les feuilles à la vitesse de l'éclair, cette femme qui maîtrise leur langage, leur code, leur tournure de phrase, leurs difficultés grammaticales, leurs exceptions qui confirment la règle et qui se moquent de leur regard, de leur critique, de leur moquerie, et qui écrit, et qui écrit, et qui écrit, et qui écrit, et qui leur cloue le bec. Tu parlais que c'était un extrait que tu trouvais nécessaire, ou que tu te posais la question en tout cas de est-ce que c'est nécessaire? Moi je trouve que ça l'est tout à fait. Surtout moi en tant que femme blanche, c'est jamais eu le genre de questions que j'ai dû me poser, parce que j'ai été privilégiée et ça je m'en rends bien compte. Et c'est justement en lisant ce livre que je remets un peu en question tout ce que j'ai vécu et tout ce à quoi j'ai droit et que tout le monde devrait avoir droit en fait. Et c'est notamment un passage qui m'a particulièrement touchée, c'était dans le début du livre, quand elle part dans la cour de récréation avec un petit garçon, où elle réalise pour la première fois de sa vie
qu'elle apparaît différente aux yeux de certaines personnes. Et là aussi, j'ai eu une sorte de coup de poing en me disant, c'est dès la cour de récréation, des enfants de cet âge-là, qui se retrouvent à avoir ce genre de questions, ce genre de questionnement. Et je trouve ça vraiment terrible dans notre société, et c'est encore aujourd'hui, et c'est encore super présent. Et je trouve que du coup, ce genre de livre, ça aide vraiment à remettre en question, à certaines personnes de s'identifier, à d'autres personnes de se remettre en question. Je trouve que c'est le genre de livre qui devrait être donné dans les classes, en tout cas... plus les cours secondaires, etc. C'est le genre de livre... Enfin, peut-être pas celui-là. Oui, voilà, je me suis rendu compte en lisant. Mais des passages, parce que les passages sont magnifiques. Voilà, maintenant, voilà, ce n'est pas... Voilà. Mais moi, c'est une des choses que j'ai notées dans mes notes. Voilà, j'ai noté dans mes notes. C'est la question de savoir si toutes les femmes, dans un premier temps, se reconnaissent dans ce qu'elle écrit dans Vénus Poetica. Pas forcément pour les mêmes raisons, parce que moi aussi, je suis blanche, j'ai jamais été victime de racisme, mais il y a aussi tout un passage où elle parle de transfuge de classe et de ne pas être à sa place nulle part, en fait, d'être débectée par moment par la richesse des gens qui l'entourent maintenant, qui n'ont plus rien à voir avec les gens qui l'entouraient quand elle était plus jeune. C'est là-dedans que moi, je me reconnais, et c'est ce passage, moi, qui m'a, comme Emma, scotché, où j'étais là, genre, oui, elle raconte ma vie. Et je l'ai pas lu, mais je l'ai noté, j'ai noté ce passage parce que je l'ai même relu plusieurs fois. Et donc, oui, je crois que beaucoup de femmes, ou si pas toutes les femmes, se reconnaissent dans différentes histoires. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et j'aimerais aussi savoir si, à l'inverse, il y a des hommes qui se reconnaissent dans les hommes dont elle parle et qu'elle décrit. Oui. Mais j'imagine que, là, tantôt, tu parlais des dictates de la maternité, mère. tout à fait. J'imagine que là-dedans, tu dois aussi avoir matière. On reconnaît quand elle explique qu'elle ne peut pas dormir avec son enfant parce que sinon son appartement serait bordélique, et donc elle repasse pendant que son enfant dort, mais elle est morte crevée, et donc tout ça est imposé. Le fait de devoir allaiter, par exemple, aussi. Moi, j'ai connu personnellement ce problème-là, mais je sais que ça existe encore. Les pressions qui sont faites sur les mères pour qu'elles agissent d'une certaine manière. Et ça, c'est très interpellant de voir que quelque part, ça existe toujours. Moi, ce que j'ai connu aussi, c'est le fait d'entrer seule dans un restaurant. Même si je suis une femme blanche, entrer seule dans un restaurant, c'est pas évident. Et en effet, on regarde autour de soi et on se dit comment est-ce qu'on va être jugé, etc. Donc non, c'est un livre vraiment, je pense que les femmes s'y reconnaissent. Et il y a aussi ces passages où elle décrit ses excès quand elle se drogue, etc., qui sont vraiment... On se voit, moi, dans des moments de jeunesse, bien entendu. Moi, c'est du vécu, quoi. On ne peut pas, d'une manière ou d'une autre. Elle a eu accès, je vais dire, à un éternel, je vais dire, féminin, je ne sais pas, et à la fois masculin, qu'elle peut raconter avec ses mots percutants. Donc ça, c'est exceptionnel, je trouve. Oui. Et moi, par rapport, on se demandait si les lecteurs aussi s'y retrouvaient. Et justement, on parlait un moment dans l'interview que j'ai fait avec Lisette des retours des lecteurs et lectrices. Et je vais vous mettre l'extrait de ce qu'elle m'a répondu, du coup. C'était assez particulier parce que le livre, il est sorti 15 jours avant le grand premier confinement. Et il a eu une espèce de vie sans moi. On a fait une sortie à la Maison de la Poésie d'Amet, puis une librairie. Et voilà, il a eu sa vie sans moi. Donc, j'ai eu des retours pendant le confinement. Il y a aussi des retours, ça, c'était plus étonnant, aussi d'hommes. Il n'y avait pas que des femmes. Les premiers retours que j'ai eus, c'est plutôt des hommes, qui étaient un peu chamboulés par l'approche frontale de la sexualité. Mais c'est bien, ça leur a fait du bien. Ce qui était mis en avant, parfois, c'est la crudité. Ça revient, c'est-à-dire quelque chose d'assez frontal. Moi, je dirais ça, frontal, d'assez nerveux, qui peut parfois être dérangeant. Mais en même temps, le but, c'est ça aussi, c'est de se questionner. Effectivement, c'est un texte érotique, mais il y avait quand même autre chose que le texte érotique, c'est que ça interroge la classe sociale, ça interroge les questions de racisme, les questions de sexisme. Et pour moi, il y a ces corps individuels, ce désir individuel, mais c'était surtout un questionnement sur le corps social et sur les normes. Est-ce que c'est un texte que, du coup, tu parlais de ta maman et ta sœur, que tu vas leur faire lire ou qu'elles ont peut-être déjà lu? En tout cas, je vais proposer à la lecture, oui, ça c'est sûr. Et comme on disait, elle parle
à tout le monde, je pense. Lisette, elle arrive à puiser dans plein de choses et c'est ça qui fait une œuvre vraiment riche et pleine de couches. Mais dans cet extrait particulièrement, moi, en tout cas, ça m'a fait penser à l'interconnexion entre la vision que les autres ont de soi, de toi, de soi-même, et la compétence intellectuelle, mais aussi sociale, culturelle, mais intellectuelle, on va dire, qui vont associer ou pas avec. Et moi, j'ai eu beaucoup cette expérience-là, que ce soit à l'université ou autre, et moi, j'aime beaucoup écrire, j'ai fait des tournois d'éloquence, dissertations, etc. Et je pense qu'il y a un lien, je pense, particulier entre le fait d'être racisée, d'être une femme, et d'avoir le sentiment d'avoir besoin d'écrire, et de prouver d'une certaine manière, et c'est ce que je ressentais dans la fin de cet extrait, de prouver qu'on est capable, qu'on maîtrise la langue, qu'on maîtrise les codes, les normes, etc., et que on est capable de s'exprimer correctement, d'avoir des pensées réfléchies, intelligibles, et pas seulement être une sorte d'exotisme qui dénote de toutes les salles. Non, par exemple, je me souviens très bien qu'à la défense de mon mémoire, on m'a demandé même si je parlais français, devant moi. Voilà, c'est magnifique. C'était une autre femme. C'était une autre femme. C'était une autre femme. Ce qui le rend pour moi peut-être pire. Oui. Et c'est un homme, un professeur assez reconnu, le professeur Verians, qui a pris ma défense, qui me connaissait très bien et qui était complètement abasourdi de cette réflexion. Et du coup, moi, ça m'a fait repenser particulièrement à ce moment-ci, par exemple, mais à d'autres, dans le lien de l'écriture avec l'expérience d'être racisée et d'être une femme en plus, où on associe non-compétence, en fait, en général. Et peut-être que ça m'a fait un écho au fait que j'avais envie de m'exprimer, de faire des tournois d'éloquence, etc., d'écrire de la poésie, et le fait qu'elle le fait aussi. Moi, la première réaction que j'ai eue en lisant ce livre, c'est justement un peu l'inverse. Parce que j'ai l'impression que je suis très différente de Lisette Lombé. Notamment parce que moi, je suis très très mal à l'aise de base avec la sexualité. Je suis asexuelle, donc tout ce qui est rapport au sexe, moi, je n'aime pas ça. Si j'avais su, j'aurais peut-être proposé un autre livre. Je voulais pas te faire violence, moi. Non, mais justement, c'est le genre de texte que je trouve important pour moi de lire. Ça me donne vraiment un autre point de vue sur le monde et sur la façon pour les gens de penser, parce que je sais que je ne suis pas comme tout le monde et du coup, ça fait du bien parfois d'avoir d'autres points de vue. On dit que souvent que l'art, c'est pas fait seulement pour être apprécié parce que c'est beau, parce que c'est harmonieux, etc., mais parce que ça fait quelque chose, ça fait réagir. Et dans ce sens-là, c'est un roman qui a eu tout à fait ce sens-là sur moi. Donc oui, moi, je ne me suis pas identifiée de prime abord à Lisette Lombé ou au personnage qu'elle présente dans ce roman, en tout cas. Mais il y a des petits passages comme ça où je me suis identifiée par rapport notamment à ses relations avec sa sœur. Donc elle en parle un petit peu au fur et à mesure du livre, où elle parle qu'elle a quand même des relations assez proches avec sa sœur. Elle demande toujours conseil à sa petite sœur. Et je trouve ça assez beau, parce que moi aussi j'ai une petite sœur comme ça, qui a souvent l'impression d'être la grande sœur, et j'essaie de lui rappeler souvent que je suis la grande sœur. Mais... ça ne marche pas. Voilà, moi je suis une petite sœur, moi. Donc voilà, je me suis identifiée à des petites parties comme ça. Et aussi, comme je disais, moi je suis blanche, j'ai eu des privilèges toute ma vie, j'ai eu aucun traumatisme, etc. Toujours été très privilégiée. Et donc lire un livre comme ça, c'était vraiment très important, très enrichissant. Et donc au global, merci de m'avoir fait lire ce livre. C'est vraiment pas un livre que j'aurais lu, que j'aurais choisi moi, mais je suis contente de l'avoir lu. Ah ben, c'est moi qui invite. Mais il y avait un article du site belge Le Carnet et les Instants qui disait que, le titre pour parler de Vénus Poetica, c'était être soi et le dire. Et je trouve que ça résume pas tout, mais ça résume ce bouquin aussi, d'avoir le droit en fait d'exprimer un vécu, plusieurs ressentis, une réalité qui, encore une fois, et je sais que je suis en boucle avec ça, mais bon, c'est ma vie, donc voilà, qui est encore pauvre en littérature et qui manque, en fait. Moi, j'ai découvert un texte comme ça et une fiction, une autofiction de ce type-là, quand j'ai commencé tout un travail de déconstruction en littérature, de me dire, ok, ça c'est une partie de la littérature, maintenant qu'est-ce que je vais lire d'autres, parce que d'autres points de vue existent, et celui-ci, en l'occurrence, c'est quelque chose, si tu ne le cherches pas, tu vas pas le trouver, je pense. On va pas te le faire lire
on va pas te le montrer. Et je crois qu'Emma est la preuve que y a besoin de lire ça, parce qu'il y a besoin de lire aussi sa vie dans les mots, la bouche, les fictions des autres. Et donc je crois que être soi et le dire, ça lui va bien, en fait. Moi, un truc que j'avais noté dans mes notes, justement, c'était qu'il y avait un désir qui était très, très assumé, qui n'avait pas trop de frontières, donc qui était très, très libre. J'aimais beaucoup l'idée aussi qu'elle ne se mettait pas d'étiquettes. Donc, il y avait absolument... rien contre les personnes qui veulent se mettre des étiquettes, évidemment. Mais elle ne se définissait pas beaucoup, pas du tout, en termes de sexualité. C'était juste, on suivait ses désirs, en fait. Et j'ai trouvé ça très bien et très beau de voir le désir d'une femme à ce point assumé. Ça en devient, je trouvais, évidemment de mon point de vue, jouissif de lire à quel point elle s'assumait, quoi. Et même si elle avait des problématiques et elle se stressait sur certaines choses, évidemment, de lire à ce point, pour moi, c'est pas cru, mais c'est très réaliste en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de filtres, ça c'est sûr. Je trouvais que ça donnait beaucoup de pouvoir à la personne, si la personne n'est pas asexuelle peut-être, de se dire, mais moi aussi je peux assumer complètement, entièrement, mais sans la moindre honte. Et j'ai trouvé ça vraiment libérateur en fait. Sa façon d'écrire en général, je la trouve très libératrice sur ce sujet-là aussi. Et le fait que les hommes... Pardon, vas-y. Je suis désolée. Non, vas-y. Que les hommes ou les personnes avec lesquelles elle a des relations n'ont pas de nom. Ils ont peut-être une initiale, mais sinon ils n'ont pas de nom complet. J'ai vraiment bien aimé, dans le sens où souvent les livres qui sont écrits, même par des femmes par exemple, sur des relations qui vont être sexuelles ou autres, vont vite tourner... On a l'impression que l'histoire va être accaparée par le personnage masculin, j'ai l'impression. Parce qu'on lui donne un nom, il a une importance, on fantasme un peu peut-être trop dessus, je ne sais pas ce qui se passe, mais je trouve qu'il accapare, il prend beaucoup de place. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de nom, où il n'y a vraiment que des petits symboles de nom... C'est que des passants. C'est ça. Ou en tout cas, c'est elle qui reste le sujet principal. Elle reste en maîtrise et le sujet de son livre. Le personnage reste le sujet du livre, sans être accaparé par d'autres. Et ça, j'ai vraiment apprécié la façon dont elle faisait ça, quoi. Moi, je voudrais... Vous n'êtes pas concernée par ça, mais moi, je suis concernée par ça. Le passage où elle parle qu'elle vieillit, elle décrit... Pas concernée. Chaque jour est un jour de plus. Sa quarantaine. Moi, j'ai vraiment été touchée par ce qu'elle dit, et à la fois par sa rédemption, puisque à un moment donné, un déclic, et elle va s'assumer différente. Et ça va lui permettre de faire la rencontre importante de la fin du livre. Et donc ça, j'ai trouvé ça très beau, parce que je pense que ça arrive à tous et à toutes, ce moment où on doute de soi, où on est moins plaisant, où on se rend bien compte que pour arriver à quelque chose, parfois il faut se saouler, parfois il faut, voilà. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle dit, pendant le dernier quart de ta vie, obligé de te saouler pour pouvoir savourer les caresses à jeun, penser gros tas de gras. Pendant les caresses, pensez vergeture, pensez cellulite. Pendant les caresses, rentrer le vent, bomber la poitrine, se contorsionner. À jeun, organiser la pénombre. Mais c'est terrible. C'est terrible. Puis à un moment donné, voilà, elle assume son corps, elle passe à autre chose, et c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Voilà. Libérateur, encore. Libérateur, tout à fait. Vraiment. Un bon exemple à lire quand on est jeune aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et même, on disait un peu là tantôt, genre... dans le secondaire, oh mon Dieu, non. Mais en fait, si, parce que accompagner, évidemment, et pas lâcher brut comme ça, mais parce que c'est aussi là que tout commence à se jouer. Et d'ailleurs, elle en parle dans son livre de la sexualité qui arrive quand t'es enfant, dans la fin de l'enfance, quand tu entres dans l'adolescence, etc. Et en réalité, les mauvaises habitudes, les réflexes à la con, voire la domination masculine, c'est à ce moment-là aussi que ça se joue, et c'est à ce moment-là que ça s'immisce et que ça devient des comportements qu'on lâche plus, ou qu'on a du mal à déconstruire, ou qu'on déconstruit jamais. Donc je pense qu'évidemment, il faut pas balancer des textes aussi libérateurs, aussi forts, puissants et percutants dans les écoles sans derrière faire un travail qui serait fait pour n'importe quel livre, en fait, parce qu'on doit toujours accompagner les jeunes lecteurs et lectrices dans le processus de lecture. La médiation. Oui,
Mais je crois que c'est important, en fait, de lire des textes comme ça. Et c'est important pour justement pas être obligé de devoir se choisir une étiquette parce que c'est comme ça qu'on nous a élevés, c'est ce qu'on nous demande de faire tout le temps. Et de lire que, en fait, tu peux être lesbienne, bi, hétéro, aucun des deux. Tu peux avoir une sexualité, ne pas en avoir. Tu peux coucher avec plein de gens tout le temps, des différents. Protégez-vous quand même, ça reste important. Tu peux en fait tout faire et tu peux avoir la sexualité que tu as envie d'avoir ou pas envie d'avoir. Mais moi, c'est pas ce qu'on m'a appris. En tout cas, je suis pas sûre que c'est ce qu'on apprend aujourd'hui aux jeunes qui ont 14-15 ans dans les écoles. Je peux me tromper, mais en fait, c'est important. Parce que la sexualité, c'est un sujet toute la vie. Et ça peut être un non-sujet, mais en tout cas, c'est tout le temps présent. C'est comme ça. Donc, il faut, en fait, pouvoir... J'allais dire tuer l'éléphant dans la pièce, mais je peux pas dire ça. En plus, je suis végétarienne. Endormir gentiment. On mange pas d'éléphant. Crever l'abcès. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu deg aussi. Oui, mais ce que je trouve compris. intéressant, c'est que en réalité, elle raconte l'évolution de sa sexualité avec son corps. Et donc ça, quelque part, tout est possible. C'est vraiment beau, quoi. Je veux dire, ça ouvre des portes où tu dis, ah oui, d'accord, ça c'est bien. Voilà. C'est vrai que le livre est souvent résumé comme l'évolution du désir de l'enfance jusqu'à la quarantaine. Tout à fait. Et l'évolution du corps, de comment on le perçoit, de comment il est violenté, de comment on le violente, parfois pour un tas de raisons de tout ça. Oui. Et ce que Lisette Lombé m'a aussi dit pendant l'interview, c'était que c'était un livre qui avait beaucoup de désir, mais qui était vidé d'amour. Donc c'était une interrogation sur son corps. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Mais elle avait voulu vider tout l'amour comme ça de son livre. Et c'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça, première fois que j'ai lu. Peut-être qu'il pointe à la fin. Non Oui. Peut-être. Peut-être qu'il pointe à la fin. On le saura jamais, en fait. On le saura jamais. Mais non, mais c'est ça qui est beau. Et il faut quand même dire que tout ce qu'on arrive à tirer de ce livre, toutes les réflexions, c'est un livre qui tient en 61 pages. Donc, réussir à avoir, comme Emma disait, autant de couches, autant de réflexions, autant de matière et autant de questionnements comme on peut avoir maintenant en 61 pages, c'est pas la preuve que c'est un livre de génie. Oui, si. Parce que faire long et plein de couches, c'est facile, mais faire court et plein de couches, c'est difficile. Non seulement c'est 61 pages, mais c'est 61 pages avec des textes courts dedans et des espaces. Et c'est ça qui est magique dans ce livre. Hein. Oui, c'est un condensé d'idées. Et sur l'absence d'amour, j'avais remarqué aussi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié, justement, aussi dans le sens où, pour une fois, c'était une femme qui parlait de sexualité sans parler d'amour. Jamais, sans se dire qu'elle avait une sexualité parce qu'elle ne pouvait pas atteindre l'amour avec quelqu'un ou parce qu'elle était en attente de trouver l'amour. En fait, le sujet n'existe pas. Et j'ai apprécié le fait qu'il n'existe pas. Il peut tout simplement ne pas exister dans une période ou dans la vie de quelqu'un. Elle représente un modèle alternatif féminin qu'on ne voit pas assez souvent dans la culture et que j'étais tout à fait d'accord pour dire qu'il fallait tout à fait le lire en secondaire, peut-être milieu secondaire, et je pense qu'il s'y prête très bien parce qu'on peut lire, s'arrêter là où c'est censé s'arrêter, faire des débats. Ok, quels sont les thèmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Et faire des débats à chaque fin de petits textes, quoi. Donc on lance un appel à tous les profs de secondaire et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors si je peux lancer un appel à la Fédération Wallonie-Bruxelles, je vais prendre le temps. Donc on va prendre 10 minutes du podcast. J'avais une transition magnifiquement préparée pour parler des anecdotes, parce que vous parliez justement des couches de ce roman. Elle est partie d'une expérience collective où c'est justement l'art d'enlever des couches, parce que c'était une performance collective qui s'est passée à la bibliothèque Date. Et le principe, elle se basait sur le concept des Américaines qui s'appelle Naked Girls Reading. Il faut que tous les épisodes, on fasse un petit passage, on parle anglais à un moment. Ça va être la tradition. C'est un tacle pour moi. Non. Et donc, le principe des Naked Girls Reading, ce sont des femmes qui s'effeuillent en lisant ou en déclamant des textes féministes et libertins sur scène. Voilà. Donc, elle s'est basée sur ça. Audrey, la prochaine fois, tu nous liras un passage. Alors, je vais pas faire ça, mais j'adore l'idée. Je veux voir ça dans ma vie. Et pendant l'interview avec Lisette Lombé, je lui ai demandé un peu de me parler des origines de Venus Poetica, et voilà ce qu'elle m'a dit.
L'année, en fait, de mon burn-out, ça a été une année féconde. C'est-à-dire que je me posais pas trop de questions. J'étais en mode survie avec une créativité débridée. Et puis, j'ai eu cette idée, comme toute cette année-là, c'était chaque fois un peu des one-shots, une espèce d'idée, de fulgurance qui jaillit, et puis ça se transforme concrètement en une soirée de poésie, et puis voilà, ça donne d'autres choses. Donc, c'est vrai que le livre a d'abord été une soirée collective où je m'étais dit, tiens, les textes érotiques, ce serait peut-être bien de les porter autrement, à la manière de ces lectrices, de ces effeuilleuses américaines qui ont des temps de lecture en public, en me disant, tiens, en slam, on est en basket, on est en training, peut-être que les textes poétiques et érotiques gagneraient à être dits avec un costume, avec une présence plus prégnante du corps, avec de la danse, avec de la musique, avec de la lumière. Ça doit être incroyable. Ouais, et en fait, ce qu'elle me disait, c'était à cette époque-là, donc à l'époque de la soirée, donc qui était en 2017, donc c'était quelques années avant d'écrire le livre, elle commençait à peine à s'intéresser au cabaret. C'était vraiment à ce moment-là qu'elle a remis un peu son corps en question, qu'elle a découvert un peu son corps autrement, grâce au burlesque et à l'effeuillage, comme elle appelle ça. Et je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il restait quelque chose de cette soirée-là dans le roman, certains passages, par exemple, dont elle s'était inspirée. Elle m'a répondu que non, elle avait juste gardé le titre et cette liberté avec le corps, cette sensualité qu'elle voulait retrouver et qu'elle ne trouvait pas d'habitude avec le slam. Elle s'est aussi inspirée, donc ça j'ai vu sur une autre vidéo sur internet, d'un livre qui s'appelle Vénus Erotica. Ouais, pardon. Donc d'Anaïs Nin. C'est des nouvelles érotiques qui ont été écrites dans les années 40 et qui ont été Anaïs Nin, c'est un peu une des maîtresses du style. Et d'ailleurs, il y a un très très bon roman graphique de Léonie Bischoff qui raconte la vie de Anaïs Nin. Et comme j'avais promis de citer que des autrices belges, et voilà. En voilà une autre. Bravo, Audrey. Merci. C'est joli, c'est joli. Et tu as lu Vénus Erotica ? J'ai pas lu Vénus Erotica, non, du tout. Mais je savais que j'ai vraiment une illumination parce que je l'ai lu là tout à l'heure. Et je crois que c'est pour ça que depuis le début de ce podcast où je vous dis que le premier livre dont je voudrais parler, c'est Vénus Poetica, je me trompe tout le temps en disant Vénus Erotica. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que ça existe. Oui, c'est vrai. Voilà. Et moi, la réflexion drôle que j'ai eue avec ça, c'est qu'en lisant le roman Vénus Poetica, je me suis dit « Ah, maintenant je comprends pourquoi elle disait Erotica ». Ah, voilà. Elle m'a aussi livré une anecdote sur comment le livre s'était écrit. En fait, elle m'a dit qu'elle avait d'abord livré une énorme brique à son éditeur. Donc c'était beaucoup plus épais que la version qu'on a aujourd'hui. Il y a eu un effeuillage aussi là. Voilà, il y a eu un effeuillage du livre. Il a fait garder les premiers paragraphes qui sont devenus Vénus Poetica et son éditeur l'a mise au défi d'écrire pendant l'été. Et du coup, la façon dont elle a écrit ce livre, c'est qu'elle a pris des petits papiers rouges et elle a écrit comme ça des entrées de journaux. C'est en très peu de temps, je crois qu'elle avait dit en un jour que c'était écrit. C'est vraiment une pulsion d'écrire qu'elle a eue et qui a donné Vénus Poetica. Après, évidemment, ça a été un peu retravaillé, mais c'est né d'une impulsion comme ça d'écriture. Les fulgurances, moi je trouve toujours que ça donne des œuvres de génie. Voilà. Et puis, je lui ai demandé si elle envisageait un jour de faire une suite à ce livre, et elle m'a aussi répondu. Et elle n'a pas voulu me répondre. Et elle m'a dit, ça te regarde pas. Oh oui, je serais contente, certainement. Je me souhaite d'avoir des choses à dire sur le désir, sur la sexualité, sur le corps dans la cinquantaine, dans la soixantaine, et Inch'Allah, si on nous prête vie plus tard aussi. Parce que je pense que l'engagement féministe, il est là aussi, de pouvoir aborder une thématique et de la faire tenir dans le temps, et de ne pas la réserver à un moment où la norme nous camperait. Donc, par exemple, la sexualité qui serait liée à la jeunesse. Voilà. Donc, oui, ça, mais pas une suite. Moi, je travaille par jaillissement. Donc, Vénus Poetica, c'est une énergie d'avant confinement, une énergie de grande confiance dans le corps qui était en train de se libérer avec le cabaret, dans une recherche de légèreté. Et puis, le confinement est arrivé et moi, m'a très, très fort questionné sur cette énergie-là. Donc, je ne suis plus à cet endroit-là. Donc voilà, ce sera une suite. Oui, mais que je lirai avec beaucoup de plaisir. Voilà.
Surtout que c'est ce qu'on disait, on parle pas de la vraie sexualité des femmes, ou en tout cas on parle que d'un type de sexualité qui existe peut-être, je sais pas. Mais alors on parle encore moins de la sexualité des femmes qui ont 60, 70, 80, 90, tout ça dans. Donc oui, vas-y, go for it, Lisette. On attendra. Et on sera toujours là avec Lecture Club pour l'épisode 582. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à dire sur le livre. Lisez, brûlez, brûlez, brûlez. Là, pour le coup, c'est vraiment de la poésie. Elle a gagné le prix Grenade avec ce livre-là en 2020. C'est aussi des fragments, des espèces de jaillissements constants avec des fins, des interrogations qui sont intenses, inédites, salvatrices, qui sont libératrices. Et c'est pas le même format, mais c'est la même idée dans le fond. Et voilà, donc lisez Lisette. Lisez Lisette, ce sera le beau slogan, le beau mot de la fin. Et avant de partir, du coup, on va vous annoncer le livre qui sera abordé dans le prochain épisode. Et ce sera ma sélection cette fois-ci. Et vous en doutez peut-être avec l'épisode précédent où je disais que j'aimais le Japon, mais je vais partir sur un livre japonais. Oh, surprise! Donc, qui s'appelle « Et si les chats disparaissaient du monde ?» C'est écrit par Genki Kawamura et c'est une sorte de conte. Je vais pas essayer d'en dire trop parce qu'il faut vraiment le découvrir en le lisant, mais ça parle d'un pacte avec le diable. Tintin! Tintin. Et bien, merci beaucoup Emma d'être venue pour cet épisode. Merci Emma. Merci à vous, c'est super. Merci d'avoir écouté cet épisode de Lecture Club. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur ton application de podcast. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et sur Facebook en suivant lvdt.studio. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir l'interview complète de Lisette Lombé, en épisode bonus avant la sortie du prochain épisode.